Le principe du point de corde est que les pilotes cessent de tourner trop tôt. Nous avons la tendance naturelle de prendre un virage beaucoup plus tôt que ce qu'il faudrait. Ça ne pose pas de réel problème à l'entrée du virage, mais énormément de pilotes prennent un virage trop large à cause de ça. Bien, vous allez trouver ma première question très simple. Quand savez-vous qu'il est temps de tourner? Qu'est-ce qui vous influence? Quand le virage approche? Oui, c'est exact. Voici notre virage. Nous arrivons par ici. Le fait qu'il parte à gauche est une des choses nous influençant. Enfin, j'espère. Cet endroit, ici, on va l'appeler la zone où il ne faut pas aller. Ok, on l'a déjà appelé la zone douloureuse, ou celle qui coûte cher. Quand on se trouve ici, par rapport à cette zone, qu'est-ce qui fait que nous soyons plus à l'aise à l'intérieur du virage qu'à l'extérieur? On se sent moins coincé? On a plus d'espace. Ouais. On a tendance à voir cet endroit comme plus sécurisant. Vous pensez ainsi, car vous avez plus de place. Et pourquoi faut-il autant de place? Pour dégager. Pour dégager. C'est pas faux. Vous devez le croire plus sécurisant car vous avez plus de place pour chuter. Êtes-vous également d'accord avec la phrase qui dit que l'on va où l'on regarde? Si vous vous mettez à regarder le virage trop tôt, quelles répercussions cela va avoir avec votre ligne d'entrée? On commence à se pencher? Vous allez commencer à vous pencher, pas vrai? Ça va donc vous influencer également quand vous tournerez. Ça change votre vision. Très bien. Si vous combinez ça, et le fait d'aller là où vous regardez, cela crée une trajectoire qui semble assez confortable à l'entrée du virage. Une bonne trajectoire douce vous menant dans le virage. Mais combien d'entre vous ont remarqué qu'en prenant cette trajectoire, il faut corriger sa direction pour cette zone-là? Qu'est-ce qui se passe? On tourne trop tôt. On tourne trop tôt, exactement. Ce qui se passe, c'est qu'on a la sensation que le virage se resserre. Ce qu'il faut, c'est prendre le virage plus tard et faire ceci. L'entraînement, c'est comme du papier toilette. Plus tu en as, plus tu en gâches. La plupart des pilotes sont vraiment feignants en sortie de courbe, et à vrai dire, ils ne font pas grand-chose d'autre que tourner la poignée. Mais la réaccélération sur l'angle permet d'accélérer plus violemment et donc de quitter le virage plus rapidement. Si la piste est mouillée, elle permet de contrôler un dérapage potentiel. C'est une manœuvre très avantageuse qui permet également de tirer encore plus de potentiel de la moto en sortie de virage, mais pas seulement. Très bien, on va dire que c'est ma moto. Je suis dans le virage, ma moto est presque en sortie. Ce que je vais faire, c'est juste accélérer sur cette dernière partie. Mais je n'ai pas bougé mon corps. Il faut garder le déhanchement. Vous sortez du virage, la moto se redresse. Si vous poussez, vous gardez votre trajectoire, vous avez donc plus de traction. Comment faites-vous pour entrer dans le virage? Sur quelle partie du guidon appuyez-vous? À droite. Alors, comment on fait pour sortir la moto? On appuie à gauche. Non. On appuie à droite. On appuie au milieu. Si vous appuyez sur le guidon intérieur pour entrer dans le virage... Le guidon extérieur. Non, qu'est-ce qui se passe si vous poussez le guidon extérieur? Regardez, vous êtes là, vous essayez d'appuyer sur le guidon extérieur. On tire sur le guidon intérieur. Ok, vous allez tirer sur le guidon intérieur. C'est exactement la même chose, mais là vous avez le contrôle. En poussant l'extérieur, votre bras va s'étendre. Il ne sera plus aussi efficace. Mais en tirant sur le guidon intérieur, la moto va se redresser. En plus de ça, quand vous tirez sur le guidon intérieur, vous pouvez faire ça en même temps. Quand le ferons-nous dans le virage? Allons-nous le faire avant le point de corde? Non, car le poids de votre corps n'aura pas assez d'effet sur la moto et vous serez trop large. Mais il y a une exception. Vous pouvez le faire au point de corde si vous arrivez à faire patiner et dériver la roue arrière. Je me dois de le dire. Si vous regardez en MotoGP, Dani Pedrosa est excellent à cette technique. Il la met en pratique à chaque virage. Et toujours en appui après le point de corde. Mais il arrive toujours à accélérer en même temps. Il est toujours en dérive et à cause de ça, il n'a pas beaucoup de traction. Donc quand la roue arrière commence à patiner, il redresse sa trajectoire, redresse la moto, les pneus se mettent à adhérer et c'est comme ça qu'il arrive à sortir du virage aussi vite. Si vous voulez que tout se passe bien quand vous roulez, c'est une technique primordiale.
Parce que la vitesse est quelque part plus lente. Vous pouvez le faire plus tôt dans le virage. Si vous regardez bien, quand vous faites ça, vous ajoutez de l'accélération. Plus vous en avez, et plus le pire risque d'arriver. L'arrière se met à perdre la motricité et la moto se met en travers. Mais si vous êtes déjà en train de tirer sur le guidon intérieur et de redresser la moto, vous la mettez déjà en glissade. Vous voyez, vous corrigez déjà tout ce qui pourrait se passer. Et maintenant, retournons auprès d'Andy pour la deuxième partie de la réaccélération sur l'angle. L'idée est d'accélérer le braquage en sortie de courbe. Nous allons regarder comment faire ça dans cette partie du virage, la dernière petite partie. Juste en notion de temps, il faut chercher à l'accélérer. Donc, au lieu de prendre, disons, 2 secondes pour se redresser, à partir d'ici, environ 20 degrés, vous allez chercher à le faire en 1 seconde. D'accord? Donc, il faut tirer volontairement sur le guidon intérieur. Pas brusquement, sinon la moto va se redresser trop vite et vous ne pourrez rien faire avec les gaz. Vous ne gagnez rien en faisant ça. Vous y allez petit à petit, puis plus vite. Une fois que vous parvenez à contrôler votre accélération et à stabiliser votre moto en courbe, il vous faut ensuite travailler l'anticipation visuelle. C'est la technique dite du 2 temps qui vient clôturer le niveau 1. Le 2 temps consiste à collecter des informations sur le virage avant même de le négocier. Nous avons déjà vu comment prendre avec brio un virage, mais la technique dite du 2 temps consiste à collecter des infos cruciales en amont, avant même l'entrée de virage. Comme son nom l'indique, cette technique se scinde en 2 temps. La localisation du point de corde, c'est la première phase. Vous êtes donc ici. Une fois que vous avez repéré votre point de corde, sous réserve de ne pas rencontrer de problème en cours de route, vous vous dirigez vers ce repère. Jusque-là, vous me suivez? Bon, donc une fois que vous avez localisé votre premier point de repère vers lequel vous vous dirigez, votre attention doit non plus porter sur le point de corde, mais sur le point de sortie. La grosse difficulté va être d'anticiper la sortie de virage tout en vous dirigeant vers le point de corde. En combinant ces 2 actions, on va pouvoir anticiper la sortie de virage avant même de prendre le virage. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc une fois que vous êtes ici, vous savez déjà que vous allez atterrir là. Quels effets l'anticipation peut-elle avoir sur votre conduite? Vous vous sentirez plus serein, tout bêtement. Ce matin encore, vous soulignez la difficulté de négocier la sortie de virage. Tout est donc dans l'anticipation. C'est en quelque sorte la clé de la réussite pour négocier avec brio un virage. On peut donc, avec cette technique, oublier toutes ces choses-là. On peut effacer tout ça et se concentrer exclusivement sur ce schéma, que l'on appelle le 2 temps. On retourne avec Andy pour la technique du 2 temps. À quel moment devez-vous tourner la tête? Avant l'entrée de virage? Oui, avant de prendre le virage. Vous vous rapprochez de l'entrée de virage, que vous ne lâchez pas du regard. Vous repérez le cône, vous vous dirigez droit dessus. Votre point de sortie est là-bas. D'ailleurs, expliquez-moi comment je peux regarder là-bas sans dévier de la trajectoire. En ne tendant que la tête, pas le corps. Oui, si vous utilisez tout votre champ de vision. Et à quoi se résume votre champ de vision d'habitude? Il est comme ça, pas vrai? 2 temps. Tournez la tête avant de tourner votre bécane. Maintenant, le signe de main pour désigner cette technique. 2 temps. Malheureusement, en ce moment, pour vous, il se résume à ça. Le problème chez vous, c'est que l'écart entre les deux n'est pas suffisant. Je vous imite. Vous roulez en regardant devant vos roues. Ce qu'il faut, c'est, mon cône est là, je m'en approche, je repère mon point de sortie et je tourne. Mon écart entre les deux est bien plus important. Souvenez-vous, je vous ai dit, en tout début, l'apprentissage passe par la concentration, le degré d'attention. C'est la technique la plus importante de la journée. Je dirais même en ce qui me concerne que c'est la technique la plus importante de toute la formation. Je veux que vous trouviez la vitesse à laquelle vous devez rouler pour réussir cette technique correctement. Une fois que vous l'aurez trouvée, le reste viendra. Je veux que vous stabilisiez votre vitesse. Bien sûr, vous avez le droit de freiner, mais avec modération. Le niveau 3 est essentiellement consacré aux positions du corps sur la moto. Le virage crochet permet au pilote de resserrer la trajectoire en milieu de courbe, voire même à l'entrée ou en sortie de courbe. C'est une façon bien spécifique de positionner son corps sur la moto pour influencer sa trajectoire et garder sa moto stable, car l'instabilité est l'ennemi du motard. Prêt à attaquer le niveau 3? Normalement, si vous exécutez correctement l'exercice, vous devriez avoir des crampes aux jambes à la fin de la journée. Donc première étape du niveau 3, le virage crochet.
On l'appelle virage crochet puisque c'est cette forme que l'on va chercher à créer. Imaginez-vous un crochet. Eh bien, la position de notre corps sur la moto va s'apparenter à un crochet. C'est cette forme que l'on va essayer de reproduire. Ça vous est déjà arrivé de prendre un virage sans prendre suffisamment d'angle? Oui. Oui. Je suppose qu'en vous entraînant ces derniers jours, vous avez plus d'une fois dû vous dire « Oh là, j'ai pas pris assez d'angle ». On va voir comment faire aujourd'hui. Dans ces cas-là, vous allez chercher à pencher un peu plus la moto, à la tirer davantage vers le bas, pas vrai? Et là, votre moto devient instable. Il faut donc chercher à maîtriser la stabilité de la moto et influencer sa trajectoire. Qu'est-ce qui, à votre avis, va permettre de stabiliser votre moto? Nous. Vous, votre position, tout à fait. Votre poids va avoir une influence énorme sur la moto. Donc, si votre moto est à l'horizontale, cela veut dire que vous êtes assis bien au milieu. Si on se positionne vers l'avant, on cherche à faire comme ça. Ok? Ça vous paraît logique? Donc, vous voulez prendre un virage à gauche. Vous allez prendre de l'angle tout en essayant de tirer la moto vers le bas? Si je suis dans cette position, je reste dans l'axe médian de la moto. Je ne vais donc pas la tirer vers le bas. Là, par contre, je bascule le poids de mon corps vers l'avant. L'objectif n'est pas de se pencher vers le bas, mais de basculer le poids de notre buste vers l'avant. Imaginez que vous êtes en entrée de courbe et que la piste est mouillée. Vous devez tourner à gauche. C'est mouillé, alors je vais y aller mollo. Vous êtes comme ça. Vous ne risquez pas d'y arriver, là, pas vrai? Le point de sortie est là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Me pencher davantage. Vous avez les chocottes, là, pas vrai? Vous tirez la moto vers le bas, mais ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous tournez le guidon. Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Vous vous penchez davantage. Et là, vous arrivez en sortie de courbe et vous soufflez. Vous voyez un peu la galère? En arrivant plus confiant, en prenant plus d'angle et d'accélération, et en couchant petit à petit votre moto, votre champ de vision aurait été plus large et vous n'auriez pas galéré autant. Je vous donne cet exemple pour que vous vous rendiez compte que par temps de pluie, les mêmes règles s'imposent et que notre instinct nous conduit à faire le contraire de ce qu'il faut faire. Cette masse, votre corps, doit être soutenu par quelque chose. En règle générale, ce sont les bras qui la supportent, pas vrai? Vous roulez donc comme ça, et ça ne pose aucun problème. Mais quand on cherche à tirer la moto vers le bas, on va se retrouver dans cette position extrême. Notre poids va donc se porter sur le guidon. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Maîtriser notre bécane. Or, on ne risque pas de la maîtriser avec les bras. On risque au contraire de la déstabiliser. Donc, pour pouvoir déplacer cette masse, il va falloir qu'elle soit soutenue par quelque chose. Par quelle partie du corps, à votre avis? Les jambes. Les jambes doivent être bien calées, car la base doit être stable si on veut déplacer cette masse, d'accord? On est donc dans cette position. Tous nos points de contact sont bien stables, nos jambes bien calées, et on va ainsi pouvoir se pencher, sans décharger nos poids sur le guidon. Je vous montre. On a un virage à gauche, pas de poids sur les bras. On va donc abaisser la masse vers l'avant. Encore une fois, ce n'est pas le guidon qui supporte le poids du corps. Monte sur la bécane. Tu as quoi comme moto? Une 6N5. D'accord. Assois-toi comme il faut. Je vois, tu es journaliste, c'est ça? Tu n'es pas bien installé là. Pose bien tes fesses, remonte un peu. Voilà, comme ça. Parce que je veux que tu places bien cette jambe, comme ça. Je veux que tu cales bien cette jambe et qu'elle soit bien stable. On veut tourner à gauche. Penche-toi, encore, encore, encore. Penche-toi au maximum, le plus bas que tu puisses. On cherche à aller le plus bas possible. Bien évidemment, on ne va pas rester 107 ans comme ça. Mais on essaie de forcer le plus possible, d'aller le plus bas possible et de la maintenir le laps de temps nécessaire et on revient. Je ne vais pas vous demander de rester 20 minutes dans cette position. Ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est de gagner en stabilité. Vous verrez que vous allez gagner en stabilité avec l'exercice d'aujourd'hui, l'objectif étant d'être en harmonie avec votre moto. Vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Dès que les élèves maîtrisent la technique dite du calage des genoux, on passe à l'étape suivante, le hip flick. Cette technique sert à travailler la coordination.
où l'on passe d'un côté à l'autre de la moto. Avec cette technique, il était question de stabilité, alors qu'avec le hip flick, il est question de timing. Quand vous êtes en ligne droite et que vous arrivez en entrée de courbe, quelle posture prenez-vous? Quand est-ce que vous vous mettez en position pour prendre le virage? Avant. Avant. Quand on prend de l'angle à gauche et qu'on arrive sur un virage à droite, on va chercher à se mettre en position avant même d'arriver dessus et de le prendre. Votre moto est donc inclinée sur la gauche et vous allez vous positionner comme ceci pour vous préparer à vous coucher à droite. On est donc comme ça avant même que la moto ne bouge. On doit chercher à se positionner. Comment vais-je passer d'un côté à l'autre de la moto? Avec le mouvement des genoux? Oui, en m'aidant de l'effet de levier de ce genou. Regardez bien, je suis ici. Si je viens caler mon genou contre le réservoir, mon corps va se redresser. Ce que vous avez tendance à faire lorsque vous êtes ici, c'est de pousser en prenant appui sur votre cheville extérieure. Pardon, votre cheville intérieure. En faisant comme ça, vous vous soulevez de votre siège. Le problème, c'est que vous déstabilisez la moto, d'accord? On va donc partir de cette position et on va chercher à passer à droite en s'aidant de l'effet de levier du genou et en ramenant ses fesses sur le siège. Bon, on n'enfreint pas la règle d'or de faire corps avec la moto puisque la partie supérieure du corps reste dans l'alignement. Il n'y a que la partie inférieure du corps inclinée à gauche qui va se redresser pour passer à droite. Tout est donc une question de timing. Vous devez bouger en harmonie avec votre bécane pour rester en permanence dans l'alignement. Pas de questions jusque-là?